À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Alors, la Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Garceau-Robert-Badoun est remplacée par Monsieur Desragines-Ligan. Madame Price Darcy-McGee est remplacée par Madame Lacoyane-Olivier Chemédé et Madame Massy-Sainte-Marie-Saint-Jacques par Monsieur Clich-Rivard Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, Mesdames les élus, bienvenue. Ce matin, nous allons entendre les groupes suivants. Le Québec, c'est nous aussi, que dont je constate la présence devant moi, École Québec et le Centre multiethnique de Québec. Je souhaite donc rappeler au public qu'il est toujours possible de commenter ce mandat et que la consultation en ligne sur le cahier de consultation se terminera le 28 septembre, qui est dans 2 jours. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous rendre sur notre site Web afin de remplir le questionnaire à l'adresse asnat.qc.ca/immigration. Je souhaite donc la bienvenue à nos gens ce matin qui proviennent de Québec, c'est à nous. Madame, Messieurs, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé, vos commentaires, vos recommandations. Ensuite, nous allons échanger avec les parlementaires. Alors, le temps est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les membres de la Commission de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Claire Launay, je suis la présidente de l'organisme Le Québec, c'est nous aussi. Donc, je suis française d'origine, je suis arrivée au Québec en 2011. J'ai fait mes études au Québec, je suis passée par le PEQ diplômée pour obtenir la résidence permanente en 2018 et aujourd'hui, je suis citoyenne canadienne. Je suis accompagnée de... Bonjour et merci, je suis Hippolyte Bonnier-Fotso, je suis d'origine camerounaise, je suis membre du pôle recherche du Québec, c'est nous aussi, rescapé du PEQ 2019, avant la réforme. Et aujourd'hui, je suis résident permanent au Québec et je suis enseignant. Donc, un petit mot sur notre organisation avant de commencer. Le Québec, c'est nous aussi. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2020 pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. Ça a vraiment été créé dans la foulée de la réforme du PEQ de mars 2020. L'idée était vraiment de porter la voix des personnes immigrantes dans la place publique parce qu'on s'est souvent rendu compte qu'on parlait de nous, mais sans nous. Donc, nous, on voulait vraiment prendre cet espace-là pour s'assurer que nous étions entendus dans la prise de décision sur des mesures qui nous concernent directement. Au fil du temps, nous avons élargi l'étendue de nos luttes pour représenter vraiment l'ensemble des personnes immigrantes au Québec. Donc, ça comprend à la fois les travailleurs qualifiés du Québec, les personnes réfugiées, les personnes qui vivent la réunification familiale ou encore les personnes sans statut. On est très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait depuis 3 ans qu'on demande une discussion profonde sur le système d'immigration au Québec, au-delà des grands titres des journaux, toujours sur les seuils. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quelques recommandations. Notre mémoire en contenait 21, donc on pourra répondre à toutes les questions que vous aurez sur celle-ci. Pour la présentation, je vais me focaliser sur 4 ou 5 d'entre elles. Dans un premier temps, dans le contexte de la planification de l'immigration au Québec, on parle toujours uniquement de l'immigration permanente dans les seuils, donc vraiment les admissions des résidences permanentes. Pourtant, depuis quelques années, on a remarqué un basculement dans les populations immigrantes au Québec et dans le reste du Canada aussi d'ailleurs, avec une augmentation très importante de l'immigration temporaire. Donc pour nous, pour vraiment planifier une immigration dans son ensemble et qui représente un portrait fidèle de la situation, ça prend une planification de l'immigration temporaire aussi. Le but étant de pouvoir prévoir quel genre de services ces personnes-là vont avoir besoin en termes de logement, de francisation, de santé, d'éducation, mais aussi d'éviter l'établissement d'une société un peu parallèle en fait d'immigration temporaire. On a vu qu'en 2023, il y avait plus de 350 000 immigrants temporaires qui vivaient au Québec. Là, il y a quelques semaines, les Nations Unies ont sorti un rapport qui montrait qu'il y avait des formes d'esclavagisme moderne dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, pas seulement au Québec, mais ça comprenait le Québec aussi. Donc nous,
on sonne l'alarme sur vraiment le besoin de planifier correctement cette immigration. Notre but, ce n'est pas forcément de la réduire, mais c'est juste de la prévoir correctement pour que ces personnes-là aient des conditions de vie dignes. Ensuite, on voudrait vous parler de solidarité internationale. C'est un pan du cahier de consultation qu'on a trouvé qui était peu abordé. Madame la ministre, vous parliez d'immigration comme un Y avec deux branches, l'une étant la main-d'œuvre et l'économie, et l'autre la langue française et la francisation. Deux branches avec lesquelles, somme toute, nous sommes assez d'accord, mais nous pensons qu'il manque une branche vraiment importante sur la solidarité internationale. On sait qu'il y a une volonté du peuple québécois de faire sa part. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine que de nombreuses personnes se sont mobilisées. Le Québec a été capable d'accueillir un grand nombre d'immigrants ukrainiens dans l'urgence. Donc on sait que le Québec peut continuer à faire sa part. Et de ce point de vue-là, une de nos recommandations, en fait, vient comme un peu retourner une des orientations du gouvernement, puisque dans le cahier de consultation, il était question d'augmenter la part de la sélection, la part des personnes sélectionnées par le Québec dans les seuils du Québec. Mais en fait, ce que ça revient à faire, ça veut dire diminuer la part des personnes non sélectionnées, c'est-à-dire les réfugiés reconnus sur place et les personnes de la réunification familiale. Nous, on recommande vraiment de ne pas baisser la part de ces catégories d'immigration, particulièrement dans un contexte où les inventaires sont extrêmement élevés pour ces catégories d'immigration. Donc les délais d'attente sont déjà de 2 à 3 ans pour la réunification familiale et de plusieurs années, de plus de 10 ans par exemple pour les réfugiés. On pense que c'est des situations qui n'ont pas lieu d'être au Québec, particulièrement dans la mesure où il n'y a pas vraiment de critères de sélection du Québec. Donc la seule raison pour laquelle ces personnes-là n'obtiennent pas la résidence permanente, c'est parce qu'il y a des seuils, justement, des limites d'admission par an pour ces catégories. Donc on met en alerte, disons, le gouvernement sur la possibilité de réduire davantage la part de cette immigration-là dans l'immigration au total. Par ailleurs, on voudrait attirer votre attention sur un autre élément du cahier de consultation qu'on n'a pas vu malheureusement, c'est toute la question de la régularisation des personnes sans statut. Donc on sait qu'un programme de régularisation est en élaboration au gouvernement fédéral en ce moment et depuis plusieurs mois maintenant. Nous déjà, on voudrait s'assurer que le Québec, que les personnes qui sont dans cette situation-là et qui habitent au Québec vont pouvoir être éligibles à ce programme. Et de ce fait que ce soit prévu dans la planification de l'immigration. Pour l'instant, il n'y a aucune ligne qui est prévue pour ce programme-là. Donc, si le gouvernement fédéral va de l'avant avec cette proposition, on a peur que ce soit compliqué pour le Québec d'embarquer parce que ça n'a pas été prévu. Donc, de façon générale, on encourage vraiment à penser l'immigration de façon large, de penser à toutes les catégories pour ne rien oublier et prévoir de façon plus exacte l'immigration des 3 prochaines années. Un bon point, entre guillemets, enfin vraiment un point positif qu'on a vu du Québec ces derniers mois qui était dans le cahier de consultation, c'était la volonté du Québec, du gouvernement, de défendre les personnes qui sélectionnent, notamment dans le cas des étudiants africains. On a vu qu'il y a des taux de refus de visa qui sont très importants au niveau d'Ottawa. Sachez que notre organisation a témoigné à la Chambre des communes à ce sujet-là, donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur aussi. On salue le gouvernement pour les gestes qu'il pose à cet égard. On pense qu'on peut aller encore peut-être un petit peu plus loin et que le gouvernement du Québec pourrait demander à Ottawa de retirer le critère de la double intention comme motif de refus dans l'octroi des visas. On pense que le Québec a vraiment un leadership à jouer à cet endroit-là et de façon générale de montrer aux immigrants qu'ils sélectionnent qu'il a à cœur qu'ils arrivent au Québec et qu'ils s'établissent de façon digne et dans des conditions correctes. De la même manière, nous, on propose la création d'un guichet unique. Là, c'est une idée un petit peu ambitieuse, mais on pense que vraiment le système d'immigration, nous, on en parle, on l'a vécu. C'est un labyrinthe à naviguer les 2 paliers de gouvernement avec les différents enjeux, les lois qui changent, les critères qui changent, des crises arrivent qui font bouger les inventaires d'un côté ou d'un autre à Ottawa. Si le Québec a réellement à cœur de faire venir ce monde-là et de les laisser s'établir dans le cas des demandes de résidence permanente, on pense qu'il y aura vraiment un intérêt à ce que le gouvernement mette en place, en collaboration avec le gouvernement fédéral, un système unique de demande de résidence temporaire et permanente pour faciliter vraiment la tâche des immigrants et que même les immigrants se sentent appuyés par le gouvernement du Québec dans tout ce processus-là.
Enfin, une de nos recommandations, donc vraiment quand il est question des seuils, c'est vraiment de se baser sur le solde migratoire qu'on prévoit dans les prochaines années. On a vu que, vous l'avez peut-être vu dans notre mémoire, le solde migratoire ces dernières années a vraiment augmenté de façon importante, bien au-delà des admissions de résidence permanente. Donc d'après nous, la métrique des admissions n'est plus une métrique, en fait, c'est plus la métrique la plus pertinente pour vraiment faire une planification de l'immigration. D'après nous, les admissions et donc les seuils devraient être proportionnels d'une certaine manière avec le solde migratoire pour qu'on se retrouve avec une immigration qui est principalement permanente et ensuite temporaire et non l'inverse. Pour terminer, on salue vraiment l'ouverture du gouvernement qu'on a vue dans les 2 dernières semaines au cours des consultations. On a déjà collaboré avec le ministère par le passé. C'est vraiment en tant que collaborateur qu'on vient aujourd'hui. On vient avec notre vécu, mais aussi avec notre expertise de personnes immigrantes qui ont vécu le système. Donc, on répondra à vos questions avec plaisir. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous allons débuter l'échange avec les parlementaires. Je vais commencer avec l'aile gouvernementale pour une période de 16 minutes 30 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bon début de dernière semaine de commission à tous. Merci d'être là. C'est très apprécié. Merci de partager à la fois votre expérience, votre vision, votre expertise, parce que manifestement, vous êtes engagé à plein dans cette volonté de porter des demandes en lien avec l'immigration. Donc, merci d'avoir pris part à cet exercice. Alors, j'aurai quelques commentaires avant de lancer quelques questions. D'une part, pour rebondir sur une des choses que vous avez abordées, c'est le critère de la double intention qui pose un enjeu. Effectivement, c'est notre lecture également que ce critère de la double intention génère en fait un haut taux de refus, particulièrement pour les étudiants africains francophones, ce qui a un impact considérable sur nos établissements d'enseignement, particulièrement en région, parce que plusieurs reposent sur l'arrivée de ces étudiants étrangers pour le maintien d'un certain nombre de programmes. Alors, au cours de mes réunions de travail, au cours des derniers mois avec mon homologue au fédéral, on a effectivement demandé le retrait de ce critère de la double intention. Ça nous apparaît être une mesure qui n'est pas aidante parce que ça met les personnes immigrantes dans une situation un peu de dilemme. Alors, voilà, on va voir de quelle manière le fédéral réagit. Mais cette demande-là, donc, elle a été portée à l'attention du gouvernement canadien. Par rapport à votre recommandation 10, c'est à la page 11 de votre mémoire. Bon, vous suggérez d'exempter de tests de français les personnes diplômées des programmes francophones ou ayant validé des études secondaires ou postsecondaires en français. Alors, simplement pour souligner qu'en réalité, là, les étudiants diplômés des programmes francophones au Québec ou en mesure de nous montrer qu'ils ont suivi 3 années d'études en français à l'étranger n'auront pas à passer à travers un test de français, sauf si un doute est semé au sein du ministère par rapport à un dossier, une personne en particulier. Là, on se réserve la possibilité de faire un examen de français, mais ce ne sera pas d'office une étape à traverser, parce que pour nous, vous comprendrez que c'est ça. Là, le fait d'avoir eu un diplôme en français est suffisant, mais ça se pourrait que certains dossiers génèrent quand même une volonté d'aller creuser un peu plus davantage le dossier. Autre commentaire, à la page 6, vous indiquez que le gouvernement du Québec devrait davantage porter son attention sur la connaissance du français dans l'immigration temporaire, puisqu'elle est faible et que cette immigration est en hausse. Bon, à ce sujet-là, j'aimerais d'une part rappeler qu'il y a presque 60 des immigrants temporaires qui connaissent le français. Donc, c'est juste pour dire qu'on n'est pas à la case départ, on n'est pas à un niveau près du zéro. Au contraire, il y a une majorité des immigrants temporaires qui parlent français, donc bonne nouvelle. Et par ailleurs, on a été le gouvernement qui a rendu accessible les mesures de francisation aux immigrants temporaires. Ça, c'est un pas important. Alors, j'en entends qui se préoccupent là, de la situation pour les travailleurs temporaires. Eh bien, nous, on a pris action en rendant donc accessibles ces cours de francisation
Avec Francisation Québec, c'est également confirmé. Et pratiquement la moitié de nos apprenants sont des immigrants temporaires. Donc, les gens répondent à l'appel, même s'il y a une majorité de gens qui déjà parlent français. Donc, une excellente nouvelle. Et non seulement on a rendu les cours accessibles, mais en plus, on a offert des allocations à une bonne part d'entre eux, des allocations financières, pour faire en sorte que les cours de français ne soient pas en compétition avec l'emploi, avec le revenu de travail. Donc, il y a des allocations financières qui sont disponibles pour ces personnes. Alors, on est très content de la réponse que les personnes immigrantes temporaires ont eue face à notre appel, parce que c'est pratiquement un appel qu'on a lancé avec nos réformes en mai dernier pour l'immigration économique. Donc, les gens sont au rendez-vous. On va s'assurer donc de mettre les bouchées doubles pour répondre à cette demande en termes de francisation, mais je vous dirais qu'on est le gouvernement qui a pris action en lien avec cette nécessité de faire en sorte de transmettre la connaissance du français chez les immigrants temporaires. Ensuite, à la page 12, là, je vais y aller avec une question. Donc, vous, en fait, à la page 12, vous soulevez un enjeu là, de passage du statut de temporaire au permanent pour certaines catégories de travailleurs étrangers temporaires. Et vous proposez, en fait, l'ajout de professions de compétences intermédiaires de niveau FR4 au programme d'expérience québécoise. Bien, comme vous savez, on a annoncé donc en mai dernier là, une réforme du programme PRTQ. On va le transformer donc en programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et dans cette réforme, il y a le développement, la création d'une passerelle pour des travailleurs étrangers temporaires, ce qui est difficile d'accès là, pour l'instant dans le système actuel, d'accéder à la résidence permanente quand on est travailleur étranger temporaire avec des compétences manuelles ou intermédiaires. Donc, on a développé ce volet 2 spécifiquement pour ce type de travailleurs. Donc, j'aimerais savoir si, pour vous, la création de ce volet 2 au sein du programme de sélection des travailleurs qualifiés, si ça répond à une partie des demandes que vous portez pour rendre plus accessible le statut permanent des travailleurs temporaires. Et puis, est-ce qu'il y a des éléments, dans le fond, qui seraient à considérer pour bonifier ce programme pour les travailleurs temporaires? Merci. Je vais juste revenir sur quelques-uns de vos points, notamment sur la connaissance du français pour les immigrants temporaires. Juste pour clarifier que nous, notre demande, ce n'est pas que l'immigration temporaire devrait systématiquement parler français en arrivant au Québec. On soulignait plutôt le fait que l'immigration permanente est de plus en plus francophone. On va déjà dans le bon sens. L'immigration temporaire, elle, a augmenté, notamment parce que le gouvernement a mis en place des mesures pour l'augmenter. Donc, c'était plus de rétablir une espèce d'équilibre et de rappeler qu'on ne peut pas à la fois augmenter l'immigration temporaire de façon importante et ensuite la blâmer pour peut-être un supposé déclin du français. Donc, on voulait juste remettre un petit peu de nuance à cet endroit-là. On souligne d'ailleurs les efforts qui ont été faits par rapport à Francisation Québec. C'est quelque chose un projet qu'on accueille de façon tout à fait positive. Justement, comme vous disiez, la demande a été importante, ce qui prouve qu'il y a une grande volonté des immigrants, autant temporaires que permanents, d'apprendre le français. Nous, on n'est pas très surpris, on le savait, mais on pense qu'on va dans la bonne direction avec ça. Pour ce qui est du PEQ, donc nous, c'est ça, on recommandait l'inclusion des catégories FR 4 dans le PEQ travailleur. En fait, pour nous, le programme le PSTQ et le PEQ, c'est des programmes qui ont des visées différentes et qui sont complémentaires. Donc, disons, le problème que nous, on voit avec l'exclusion des FR4 dans le PEC, c'est que le PEC permet une espèce de garantie, en fait. On sait que si on remplit les critères du PEQ, on aura accès à la résidence permanente. Puis ça, pour une personne immigrante qui a déjà... qui s'est complètement déraciné et qui est arrivé au Québec, de savoir qu'il y a un programme qui lui garantit une stabilité et une sortie des permis de travail fermés notamment, c'est quelque chose qui est très rassurant et qui motive, à mon avis, les personnes immigrantes à vouloir s'intégrer au Québec et à vouloir y rester. Dans le cadre du PSTQ, oui, ces professions-là sont incluses, mais ces personnes-là se retrouvent comme dans un bassin, donc de sélection. Peut-être qu'ils vont être sélectionnés, peut-être pas. Ou alors le temps qu'elles soient sélectionnées, ces personnes-là doivent rester sur des permis de travail fermés. Pour nous, ce n'est pas des situations qui sont idéales, particulièrement dans un contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des besoins en région, il y a beaucoup de personnes qui ont de professions FR4 qui se trouvent en région. On trouve qu'il y a une opportunité manquée à cet endroit-là de ne pas les inclure dans le PEQ. En fait, pour nous, on le voit comme un incitatif de régionalisation aussi. On le voit.
que les personnes vont avoir envie de s'établir en région dans ces emplois-là s'il y a une garantie de stabilité en termes d'accès à la résidence permanente, ce que le PSTQ ne permet pas complètement. Je vois. Merci pour ces précisions. Je vous amène sur un autre sujet. Madame la Présidente, il nous reste combien de temps? 7 minutes 44. Oh là, je vais filer. OK. Vous recommandez de travailler avec les ordres professionnels pour s'assurer que le Québec reste compétitif. Le ministère, en fait, a déjà priorisé là, un certain nombre de professions de l'opération main-d'œuvre, par exemple en génie, en technologie de l'information, en santé, pour améliorer la reconnaissance des qualifications professionnelles. On a d'ailleurs là, un plan aussi qui a été adopté, un plan sur 2 ans qui inclut des aides financières spéciales pour les moments de formation prescrites par des organismes de régulation. On a bonifié aussi à Accompagnement Québec. Alors, je voulais savoir, en fait, de votre côté, qu'est-ce que vous verriez? Est-ce que vous verriez d'autres professions ou secteurs qui devraient être visés le plus tôt possible par le ministère lorsque la reconnaissance des compétences est prescrite et incontournable? Bien, en fait, nous, ce qu'on voit, donc on a 54, c'est sa profession réglementée. Ce qu'on voudrait, ce serait vraiment un cadre un peu qui est valable pour tous. On sait que, bien sûr, chaque profession va avoir ses spécificités, mais l'idée étant d'avoir un cadre auquel les ordres doivent se plier, en tout cas pour les personnes immigrantes, pour faciliter la compréhension de tout le système pour les personnes migrantes, pour les ordres. On voit qu'il y a des incompréhensions toujours du côté des employeurs de différents côtés. Donc c'est une simplification qu'on propose. Tant mieux si on a déjà des programmes qui vont dans cette direction-là. On pense qu'on peut toujours en faire plus. Je pense notamment au milieu de la santé. Ça reste toujours un enjeu de faire reconnaître les acquis des médecins, des psychiatres formés à l'étranger. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Hippolyte? Je voudrais, merci Claire de me passer la parole, je voudrais compléter qu'il s'agit là du volet intégration du ministère de l'Immigration, du volet intégration, parce que lorsqu'on arrive ici, lorsque des immigrants arrivent ici avec un certain bagage, avec certaines compétences, parfois, et comme Claire l'a dit, nous avons 54 professions réglementées au Québec, 46 ordres professionnels, donc nous pensons qu'il est important qu'il y ait un cadre universel de reconnaissance des acquis. Nous nous rendons compte qu'actuellement, le gouvernement fait beaucoup dans des domaines qui n'ont pas eu de réforme depuis un certain temps. La santé, l'éducation, la construction. Nous pensons que lorsque l'on conçoit ces réformes-là, il faut intégrer également un élément de reconnaissance des acquis pour les travailleurs immigrants qui arrivent, de sorte que le parcours ne soit plus très complexe comme ça l'est aujourd'hui. Nous sommes là dans le volet intégration. C'est important qu'il y ait un cadre qui corresponde à toutes les professions réglementées et à tout le reste. Donc, ce que je voudrais ajouter. D'accord, merci. Madame la Présidente, je vais céder la parole à des collègues. Merci beaucoup, Madame la ministre. Alors, je me tourne du côté de la députée de Vimont. Il vous reste 4 minutes 32 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois de vous être déplacés. Toujours agréable d'accueillir les gens en présentiel. J'aimerais vous ramener à la page 7 de votre mémoire où vous appuyez notamment la mise en place de Francisation Québec, tout en faisant valoir les difficultés rencontrées donc, par les personnes immigrantes qui souhaitent participer donc, au cours de français. Au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer pour justement améliorer notre offre de services? Merci. Le Québec, c'est nous aussi, appuie déjà premièrement l'initiative de Francisation Québec. Cela a été dit par notre présidente Claire. Mais nous pensons que, oui, vous ne souhaitez pas que l'on revienne sur l'aspect financier, mais nous recommandons une augmentation. Tout simplement parce que les familles immigrantes ont des besoins qui correspondent également, qui sont également frappés par l'inflation, qui sont frappés par les prix des services de garde, etc. Donc nous pensons que revaloriser l'aide financière va placer la francisation en tête de liste de priorité de ces familles-là par rapport, par exemple, à la recherche d'heures supplémentaires, etc. Nous pensons également que le site Internet de Francisation Québec
je ne sais pas, nous avons pour le site Internet le français et l'anglais. Mais peut-être que pour ces personnes qui arrivent, qui souhaitent apprendre le français, mais qui n'ont pas encore la connaissance de la langue immédiatement, peut-être pour ces personnes-là, il est préférable d'avoir d'autres langues. C'est possible sur le site de Francisation Québec. Je pense aussi que beaucoup de personnes immigrantes qui arrivent n'ont pas les compétences technologiques nécessaires pour procéder à une inscription sur Francisation Québec, surtout qu'actuellement, dans les centres de services, il n'y a plus d'inscription en présentiel, d'inscription physique. Site Internet, Madame la ministre, ça pourra me corriger, mais on a quand même des petites capsules qui sont faites en d'autres langues. Ce sont dont l'espagnol, justement, pour aider les gens à se diriger là, plus facilement. Donc, ce n'est pas uniquement en français. On a quand même, justement, réfléchi pour accompagner les gens là, qui ne parlaient pas le français. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais c'est ça, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Mais je voudrais ajouter que, comme je le disais, beaucoup n'ont pas les compétences technologiques pour procéder à une inscription sur Internet. Nous avons affaire à des personnes qui, parfois, ont de la peine à rédiger un simple courriel. Et comme solution, justement, pour ces gens? Je pense que pour un temps, il aurait été peut-être plus efficace de conserver la possibilité des inscriptions dans les centres de services scolaires, dans les centres de cours, dans les centres communautaires, de sorte que, parce que lorsque la personne arrive dans un centre communautaire ou dans un centre de service, il a la possibilité d'exprimer ses difficultés à quelqu'un d'autre, il a la possibilité de réagir à chaque fois, de rebondir. Et je pense qu'une inscription, on aurait pu laisser encore pendant une période de transitoire avec des inscriptions dans les centres de services. D'accord. On a ajouté un point aussi pour nous. La francisation, ça s'inscrit dans un projet d'intégration qui est beaucoup plus large. On pense notamment aux personnes en région. Il y a des personnes dont les permis de conduire ne sont pas reconnus, par exemple, au Québec. Donc, juste pour se rendre au cours de francisation, il y a des enjeux. Pour nous, en fait, pour faciliter l'intégration et donc la francisation des personnes immigrantes, ça prend des mesures structurantes en termes de garderie, d'éducation, de santé, de transport en commun, de logement. Parce qu'une personne qui va devoir payer le loyer, qui veut faire de la francisation à temps plein, qui a des enfants à nourrir ou à garder, ça marche. Pour l'instant, le système n'est pas vraiment fait pour que ça fonctionne. Puis ça bien au-delà de ce que le ministère de l'Immigration peut faire, là, je l'entends. C'est une collaboration interministérielle qui est nécessaire. Mais on encourage le gouvernement justement à aller dans cette direction, regarder l'enjeu de façon plus holistique. Le ministère de la Famille, notamment, là, il y a des projets pilotes justement pour intégrer des haltes garderies pour les personnes là, qui désirent se franciser. Donc, il y a quand même des pas en avant qui se font pour répondre justement à ce que vous mentionnez. Et puis, tout en encourageant la francisation en entreprise. C'est terminé? Le temps est terminé pour cette portion de discussion. Merci beaucoup, mesdames. Je me tourne du côté de l'opposition officielle pour une période de 12 minutes 23 secondes. Le député Denis Liga va prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Bon début de semaine à tous les collègues. Une troisième semaine de consultation. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'organisme. Je vous salue. Vous faites un excellent travail de terrain. Je me rappelle à l'époque du PEC et la naissance d'un mouvement. Et je suis très content de recevoir au Parlement du Québec un rescapé du PEC qui contribue avec son expertise, avec des collègues à lui, à enrichir le débat sur l'immigration. Vous êtes l'exemple parfait d'une intégration réussie. Venir en commission parlementaire, participer au débat, c'est noble. Bravo, merci. Je vais aller... Il y a tellement de choses dans votre mémoire. Je vais commencer par la réunification familiale. On sait comment ça marche à Ottawa. Une fois on arrive au seuil que le Québec veut, on arrête. Pour les gens qui nous suivent, parfois, on oublie que derrière, il y a des familles déchirées, il y a des conjoints et des conjointes séparés, et parfois des histoires d'horreur. Si vous voulez résumer un peu le côté humain, derrière les chiffres, on les connaît, on sait le nombre. Mais je ne veux pas parler de nombre, je veux parler de cas de vie humaine aujourd'hui. Pouvez-vous nous éclairer?
Merci pour votre question. Pour les histoires humaines, il n'y en a pas beaucoup qui sont heureuses en termes de réunification familiale ces derniers temps. Nous, en fait, notre mouvement se fait contacter régulièrement par des personnes justement qui souhaitent se mobiliser, qui souhaitent que leurs enjeux soient entendus. Donc, on s'est fait contacter dans les derniers mois justement par plusieurs personnes qui étaient dans des situations de réunification familiale et qui vivaient des situations vraiment difficiles, notamment donc à essayer de parrainer leur conjoint ou leur conjointe. On a entendu la semaine dernière, il me semble, à l'Assemblée nationale, là, une de ces personnes-là qui a été forcée d'avorter parce qu'elle ne savait pas quand est-ce que son mari pourrait effectivement se rendre au Québec. Et donc, elle était terrifiée à l'idée de donner naissance seule au Québec et de possiblement commencer à élever son enfant seule. On a des histoires aussi, tous ces groupes-là se sont beaucoup mobilisés, c'est beaucoup de femmes d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et elle note vraiment l'impact sur la santé mentale que cette attente a sur elle. Donc, vraiment, des gens qui perdent leurs cheveux, qui perdent le sommeil, parce qu'elles ne savent pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir retrouver leur famille. Je sais que vous voulez des histoires humaines, mais j'en profite pour quand même vous préciser notre recommandation à cet égard. Les seuils du Québec en réunification familiale sont autour de 10 000, alors qu'on a plus de 30 000 dossiers encore dans l'inventaire. Prenez le temps. Si c'est aujourd'hui, on règle juste cette histoire, je vais être très heureux. Moi, j'ai tout mon temps pour vous, là. Nous aussi, on Prenez le temps. Prenez le temps. Ouais. Parce que vous êtes en train de dire des choses extrêmement importantes. L'inventaire est de combien, s'il vous plaît? Alors, donnez-moi une seconde, je les ai notés. L'inventaire en réunification familiale, nous, le dernier chiffre qu'on a, c'était 36 800. Excellent. Alors qu'on a un seuil de 10 600. Excellent. Une étape à la fois. On a deux scénarios. On a deux scénarios aujourd'hui sur la table. Je ne vais pas parler des immigrants temporaires, on va s'éparpiller. 50 000 ou 60 000. Et rien que pour la réunification familiale, c'est le double. C'est le double si on veut respecter les seuils de cette année. Techniquement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait une demande de parrainage, femme ou homme, conjoint ou conjointe, si on suit la logique, doit attendre jusqu'à 3 ans. Ça veut dire que tout est prêt. La personne ne verra pas son conjoint ni dans la prochaine année, ni la deuxième année, ni la troisième année. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Donc, c'est de 2 à 3 ans, comparé au reste du Canada, où vraiment l'attente est de 1 an. En fait, la seule raison pour laquelle l'attente est plus longue au Québec, c'est vraiment les seuils que se fixe le Québec. Je reviens un petit peu sur mon point que j'ai mentionné dans mon propos préliminaire, mais c'est une sélection sur laquelle le Québec n'a pas vraiment de critères. Donc, c'est pas comme si ces personnes-là ne rencontrent pas des critères, donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas rentrer au Québec. C'est juste qu'elles ne rentrent pas dans le chiffre de cette année-là. Donc là, on parle vraiment, d'après nous, d'une vision de l'immigration qui sort complètement l'humain du système. Nous, on veut rappeler que c'est des familles, c'est des enfants, des conjoints, des parents parfois. En plus, quand il s'agit de personnes qui ont besoin de visa pour venir au Canada, on a d'autres enjeux qui viennent s'ajouter à cela à Ottawa, ce qui rend extrêmement difficile pour ces personnes-là de juste se voir et encore plus de construire une famille ou un projet de vie. On a entendu qu'il y avait des personnes québécoises qui envisageaient de quitter le Québec pour avoir une chance d'être avec leur conjoint. Là, on marche un petit peu sur la tête dans ce sens-là. Et quand on parle de régionalisation et on parle d'ancrage dans les régions, la plus belle chose, c'est permettre à la personne d'avoir un membre de sa famille, peu importe conjoint, conjointe, avec elle ou lui dans une région. Et c'est de là votre recommandation, ce que vous proposez aujourd'hui au gouvernement, que le gouvernement du Québec demande à Ottawa de traiter de manière exceptionnelle. Moi, je dirais que l'inventaire doit être à 0. C'est inacceptable laisser des personnes séparées. C'est inacceptable qu'à l'extérieur du Québec, les gens peuvent se réunir très rapidement et au Québec, ça prend tant de temps. Première remarque. Deuxième, vous demandez aujourd'hui de manière très claire que la réunification familiale, on l'enlève des seuils. Ça veut dire 50 000, 60 000, faites ce que vous voulez avec, mais ne mettez pas dedans la réunification familiale. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. En fait, à court terme, on demande à ce que vraiment l'inventaire au complet soit traité, parce que 2 à 3 ans d'attente, on juge
n'est pas acceptable en ce moment pour les familles québécoises. Et à moyen terme, en fait, comme on l'a vu, le gouvernement propose des façons de faire différentes, là, puis on est ouvert à ça, notamment dans l'établissement des seuils. On voit que le PEQ diplômé, les personnes qui passent par ce volet-là ne seraient pas incluses dans les seuils. On pense que c'est la bonne voie à suivre pour les personnes de la réunification familiale, que ce soit des admissions en continu, en dehors des seuils. Oui. Je vous remercie pour ce volet parce que mon bureau de comté reçoit beaucoup de messages, des cas que c'est inacceptable, je vous le dis. C'est autour de la table, il y a une réelle volonté pour la régionalisation et pour garder nos personnes dans les régions. Ça commence par une réunification familiale. Je ne veux pas que les gens quittent le Québec pour aller dans une autre province canadienne pour rencontrer leur âme sœur. Le Québec, et je pense même le gouvernement, n'a rien à faire dans les relations entre les personnes. La personne a fait son choix d'avoir son conjoint à l'extérieur. On doit tout faire pour faciliter leur arrivée. Donc, moi, je vous appuie dans cette recommandation et j'espère que le gouvernement va tout faire. Parce que, encore une fois, je ne veux pas qu'on parle des chiffres. C'est des êtres humains. C'est des histoires d'amour que le Québec est en train de briser, malheureusement, parce qu'attendre 3 ans, avorter, entendre en commission parlementaire, je sais que la personne était là, dire que le choix qu'il avait, c'est avorter parce qu'il ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Ça rajoute un peu à ce qu'on a entendu sur les immigrants temporaires, malheureusement, et le rapport du rapporteur des Nations Unies. Je n'ai jamais pensé qu'un jour on sera là. Page 12, un autre excellent point que je vous permets de, si vous le permettez, d'élaborer un peu plus, c'est par rapport au PEC travailleurs étrangers temporaires. Là, vous dites que vous voulez inclure dans les professions éligibles les professions de FEER. Vous pouvez expliquer pour les gens qui nous écoutent. Moi, je sais c'est quoi, 4. Et vous demandez exiger une expérience de travail d'1 an à temps plein ou de 1580 heures. Mais ce que vous suggérez aussi, c'est que ça soit du temps plein en temps partiel. C'est qu'au bout de la ligne, on ne pénalise pas ceux et celles qui choisissent de travailler à temps partiel et que si, avec un cumul, on arrive au nombre demandé, qu'on leur permet d'utiliser le PEC travailleur. Vous voulez élaborer? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'inclusion des catégories d'emploi FEER 4, en fait, c'est revenir vraiment à une version du PEQ pré-réforme de mars 2020, donc qui incluait toutes les catégories d'emploi. Donc, tant qu'une personne accumulait le temps d'expérience professionnelle requis, cette personne-là avait une voie d'accès vers la résidence permanente à travers le programme de l'expérience québécoise. Donc, nous, on veut s'assurer que, quelle que soit la catégorie d'emploi, ces personnes-là y ont accès. Ça part aussi juste en fait de 2 constats. Déjà, on garde en tête que pour nous, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de catégorie d'emploi dont on a besoin moins que d'autres, particulièrement en ce moment. Donc, on trouve ça un petit peu particulier d'exclure une catégorie d'emploi de cette voie rapide vers la résidence permanente. Et comme je le disais tout à l'heure à Madame la ministre, on sait qu'il y a un grand nombre des personnes dans ces catégories d'emploi-là qui se dirigent vers les régions. Donc, ça vient compléter nos recommandations de régionalisation pour inciter des personnes à choisir les régions, particulièrement dans ces emplois-là, s'il y a des voies d'accès vers la résidence permanente. Pour ce qui est de l'accumulation d'expérience de travail à temps plein et à temps partiel, pour nous, c'est une question de bon sens. Le marché du travail est en constante évolution. C'est plus pareil qu'avant. Il y a des personnes qui accumulent plusieurs expériences à temps partiel ou une expérience à temps partiel sur plus longtemps pendant qu'elles se consacrent à d'autres projets. On ne pense pas que ces personnes-là devraient être pénalisées, ou encore des personnes qui doivent composer avec de la garde d'enfants, par exemple. On veut être sûr que tant qu'une personne a accumulé l'expérience professionnelle requise, qu'elle ait accès au PEQ. L'autre point, on l'a beaucoup dit dans le passé, c'est que le problème, c'est les voisins. À Gatineau, traverser à Ottawa, c'est fini ces histoires du PEC et avoir la résidence permanente en quelques mois. Pensez-vous que c'est une menace pour les futurs travailleurs au Québec qui voient une complexité au niveau des procédures et décident de quitter le Québec pour avoir la RP très rapidement à l'extérieur du Québec? Oui, c'est vrai que c'est un enjeu de compétitivité, effectivement, particulièrement parce qu'en ce moment, depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement fédéral propose des programmes d'immigration très
très attractif qui facilite l'accès à la résidence permanente. Donc, pour que le Québec continue d'être attractif et compétitif vis-à-vis du reste du Canada, on pense que c'est la bonne marche à suivre. Dans votre mémoire, vous avez dit que le portrait est incomplet de cette consultation parce qu'on n'inclut pas les immigrants temporaires. Je tiens à vous le dire, je l'appuie. J'ai moi-même déposé un projet de loi au mois de mai pour avoir le portrait global. Malheureusement, les deux scénarios n'incluent pas les temporaires. Pourquoi, selon vous, le portrait que nous sommes en train de faire est incomplet? Je ne peux pas répondre à la place du gouvernement, mais c'est sûr que pour nous, l'inclusion des temporaires, en fait, dans le portrait actuel de l'immigration, c'est faire une planification qui est incomplète et qui va mener à des erreurs de planification si on n'inclut pas l'immigration temporaire. Quand on pense à, par exemple, je reviens à la régionalisation, mais amener une cinquantaine de travailleurs, par exemple, en Gaspésie, ça marche que si c'est planifié avec les villes, avec les centres communautaires, pour s'assurer qu'il y a une offre de logement, de santé, d'éducation, toujours la même chose, mais s'assurer que ces personnes-là ne vont pas juste boucher un trou en termes de travail, mais vraiment vont pouvoir s'intégrer quelque part. Si on ne planifie pas cette immigration temporaire et qu'on continue de la regarder augmenter, on va se retrouver dans des situations où on fait venir du monde et on n'a nulle part où les loger. Wow. Merci beaucoup. Alors, cette autre période étant terminée, je me tourne du côté du député de Saint-Henri-Sainte-Anne de la deuxième opposition. 4 minutes, 8 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un immense plaisir de vous revoir. Merci pour votre travail. Merci pour ce que le Québec c'est nous aussi fait. Vraiment, continuez cette belle bataille, continuez ce beau périple, vraiment. Une question rapide. On parle de sélectionner, hein? L'apport du Québec qu'il sélectionne, l'apport qu'Ottawa sélectionne. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment sélectionner dans le cadre familial? Est-ce que Ottawa vraiment sélectionne votre conjoint, votre enfant? Mais pour nous, c'est vraiment une question de droit humanitaire. Donc non, il n'y a pas vraiment d'enjeu de sélection. C'est des personnes qui ont le droit d'être au Canada en vertu de la famille qu'ils ont déjà dans le pays, donc en l'occurrence au Canada ou au Québec. Donc, quand on met en dualité ce que le Québec sélectionne puis ce que le fédéral sélectionne, est-ce qu'on parle vraiment d'une sélection fédérale dans la catégorie familiale? On parle plus de cible, en fait, plutôt que de sélection vraiment, parce que les critères ne sont pas du tout les mêmes que, par exemple, pour une immigration économique, où là, il y a une réelle sélection. On choisit dans un bassin de personnes un certain nombre de personnes qu'on souhaite faire venir ou rester de façon permanente. Parce que le fédéral n'a pas vraiment son mot à dire sur qui vous fréquentez ou sur vos enfants. Normalement, non. Normalement, non. Donc, quand même, à considérer, parce qu'on les met beaucoup en dualité, augmenter l'apport du Québec dans sa sélection. Mais de l'autre côté, c'est pas une sélection qui est fédérale vraiment. Donc, je pense qu'il faut revenir à ça. Vous dites traiter les inventaires au complet. Dans le familial, vous le dites. Votre mémoire date du début août, si je me trompe pas, fin août, le devoir sorti des chiffres dans 2 autres catégories, en refuge et en humanitaire. Donc, je me permets de vous poser la question. Devant l'arriéré dans les autres catégories, est-ce que vous maintenez cette position-là ou est-ce que vous avez cette position-là pour le refuge et l'humanitaire seulement, qu'il faut vider les inventaires exceptionnellement, ou si ça devrait simplement se faire en familial? Je vais à mes collègues rapidement, mais oui, je pense que effectivement, nous, on demande à ce que les inventaires soient vidés dans toutes les catégories donc, de personnes qui ne sont pas sélectionnées par le Québec. Donc, ça comprend effectivement les réfugiés, les catégories autres d'immigration, notamment humanitaire. En fait, pour nous, ces seuils-là, c'est vraiment, c'est juste des chiffres. Ces personnes habitent déjà au Québec, en fait, et travaillent déjà. Donc, et vont probablement participer, si elles ne sont pas encore francophones, à Francisation Québec. Donc, on ne voit pas pourquoi les empêcher d'accéder à un statut permanent serait bénéfique ni pour eux ni pour le Québec, en fait. Parce que là, on l'a vu, on peut monter dans des délais dans l'humanitaire jusqu'à 25 ans avec l'arriéré actuel, arriéré qui continue, là, de facto, parce qu'on en traite seulement 450, ou on va en donner à peu près 450 annuellement. Cet arriéré-là va monter à beaucoup plus. Et donc, on va quoi? Se retrouver avec un délai de traitement de 50 ans dans une catégorie? Ça n'a pas de sens. On est d'accord? Vous dites rétablir un certain équilibre migratoire. On a à peu près combien de temporaires en ce moment, grosso modo? Les derniers chiffres qu'on avait, c'était 350 000 qui habitent actuellement au Québec. Et dans la planification, dans le scénario, il y a combien de places dans l'économique? Dans l'économique, ça doit être 40 000, c'est ça? Entre 30 et 40, autour de ça, disons. Ouais. Donc, ça fait quoi? Maximum une personne sur 10 de temporaires qui auront la chance, maximum, hein? Parce qu'il y a le bassin qui est ouvert à l'ensemble de la planète.
Donc, il y a beaucoup plus de gens que les simples temporaires qui vont appliquer dans le bassin du PSTQ. Et donc, à l'immense maximum, seulement qu'un temporaire sur 10 environ va avoir l'accès ou la chance de pouvoir pérenniser son statut au Canada? C'est à peu près ça, sachant que même dans le cahier de consultation, c'est précisé qu'en fait, maintenant, la vaste majorité des personnes qui obtiennent la résidence permanente avaient déjà un statut temporaire avant. Donc, je pense qu'on ne peut plus vraiment parler, on ne peut plus vraiment dire que les immigrants temporaires sont voués à partir. C'est de moins en moins vrai. Puis d'ailleurs, on le voit avec l'augmentation du solde migratoire. Ce n'est pas juste le nombre de personnes d'immigrants temporaires qui sont au Québec, c'est qu'il y en a beaucoup moins qui partent aussi. Puis nous, on trouve que c'est vraiment positif. On ne veut pas qu'il y ait moins d'immigrants nécessairement. On veut juste le planifier correctement. C'est le temps que j'avais. Un énorme merci pour votre travail, puis merci de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, à mon tour, je vous remercie pour l'apport à nos travaux. Je vous souhaite une excellente journée et je suspends les travaux le temps de recevoir le prochain groupe. Merci.